Bonjour à tous. Alors, je vais devoir m'exprimer en anglais. Malheureusement, j'aurais été ravie de pouvoir le faire en français. Ce sera peut-être l'année prochaine, mais je m'appelle Jan Inge. Je viens d'Amsterdam et de Rotterdam, comme vous le voyez. Et je dirige la physiologie du Centre académique médical d'Amsterdam. Je suis physiologue 2 jours par semaine au service de réanimation de Rotterdam. C'est un plaisir et un honneur que de voir que l'insuffisance rénale aiguë, l'IRA, suscite un tel intérêt et j'espère vous donner une perspective différente. Alors, je dirais tout d'abord que je suis physiologue, je ne suis pas un clinicien, je vais dire des choses un peu bizarres et j'espère que ça vous donnera envie de faire encore plus de choses à cet égard. Alors, nous avons reçu une subvention de la fondation néerlandaise, ce qui nous a permis effectivement de mener un certain nombre d'études. Comme vous le savez peut-être, et en France aussi, je crois, l'IRA, en tout cas partout dans le monde, connaît une incidence de plus en plus forte. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être parce que on accorde plus d'attention au rein, c'est l'organe silencieux. Le cœur, c'est vrai que c'est facile d'en faire un suivi, le poumon, même chose, mais pour les reins, tout ce qu'on peut voir, c'est est-ce qu'il y a une production d'urine et peut-être de la créatinine, et puis c'est tout. Mais il est clair que c'est sans doute effectivement un des plus grands tueurs dans les hôpitaux et une grande composante iatrogène. Alors on sait très peu de cette pathophysiologie, comment est-ce que ça se produit, comment est-ce que ça progresse, quels sont les facteurs qui l'occasionnent et surtout comment est-ce qu'on peut opérer un suivi et comment est-ce qu'on peut le traiter. Si on en revient à la littérature, les principaux composants dont on pensait qu'il était sous-jacent et expliquait cette IRA, c'était l'ischémie rénale. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Ah, c'est la souris qui va faire office de pointeur. Très bien. Il y a donc une souris, paraît-il. Enfin bon. Très bien. Voilà. Donc voilà, l'ischémie rénale, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire, Robert Stryer, un néphrologue extrêmement important. Et l'ischémie rénale est une composante importante, donc du point de vue de la réanimation, il est très important de comprendre ce que ça veut dire que cette ischémie rénale. Et c'est sans doute là l'une des questions pathogènes les plus importantes. Il y a aussi cet excellent papier dans JCI et de John Ventry qui présente en détail ce que ça signifie que d'avoir une ischémie rénale aiguë. Et là, vous le voyez sur ce graphique, presque tout ce que vous pourriez imaginer, converge vers une réduction localisée du flux sanguin rénal. Et de ce fait, l'oxygénation rénale, ça doit aussi être un facteur important qui ne fonctionne pas bien en cas d'IRA. Et puis, il y a eu les Australiens. Voilà mon ami Rinaldo Bellomo et son bon copain John Callum. Et ils ont commencé à mener des expériences sur les moutons. Alors, ils ont inséré un capteurs sous l'artère rénale, sont aperçus qu'il y avait donc une IRA sans changement du flux sanguin. Ça a même un peu augmenté. Donc ils se sont dit, l'ischémie, flux sanguin rénal, ça n'a rien à voir avec l'IRA et l'aspect pathogène. Et vous voyez ensuite ce qui a été écrit dans Critical Care Medicine, on peut oublier ce flux sanguin rénal et on ne pourra pas traiter les IRA tant qu'on ne sera pas disposé à remettre en question ce qu'on pensait sur les flux sanguins rénaux. Et ça, c'est très important et ça a fait l'objet de beaucoup de controverses. Alors, on a entendu le pour et le contre. Est-ce que c'est important ou non, le flux sanguin rénal? Vous voyez Martin Matejovic qui dit est-ce que c'est simplement un passant innocent ou est-ce que c'est un aspect pathogène essentiel? Alors,
on s'est dit, ça n'est pas ce qui arrive dans le rein qui est important, c'est ce qui se passe après, la distribution, le choc distributif, pas ce qui sort du cœur, mais en fait comment c'est distribué dans les différents organes. Eh bien, c'est la même chose pour les reins. Et il y a eu donc une étude qui a été réalisée où l'on voit aussi un flux sanguin rénal tout à fait normal dans l'artère, mais dans le cortex, on a vu qu'il y avait des flux microcirculaires anormaux. Il était donc clair que ça n'était pas le flux sanguin rénal qui était important, mais la microcirculation, le cortex, là où tout se passait. Ce qui voulait dire aussi que par rapport à l'indice vasculaire, par échographie, ça ne vous dira pas grand-chose sur les problèmes hémodynamiques. Donc, lorsqu'on a commencé à se pencher sur cette question, parce qu'il est vrai que parmi tous les organes, le rein est le plus sensible à l'anémie. Tous les organes peuvent avoir une hémodilution aiguë, mais le rein, en fait, devient profondément altéré très rapidement. C'est vraiment le plus sensible à l'hypoxémie. Donc, nous avons donc des techniques pour examiner donc le cortex. Nous avons développé ces techniques au fil des ans. Cela nous permet d'avoir des informations quantitatives sur la disponibilité d'oxygène dans la microcirculation dans différents compartiments du rein. Ici, vous voyez le cortex, la moelle. Vous voyez que dans le cortex, on a un PO2 plus élevé que pour la moelle. Et cela, donc, contrairement à l'idée reçue, c'est le cortex qui est l'élément sensible, pas la moelle. C'est là qu'est consommé l'oxygène. Et pourquoi est-ce que l'oxygène est nécessaire dans le rein? Eh bien, c'est pour la réabsorption de sodium. Là, le paramètre fonctionnel le plus important du rein, ce n'est donc pas la créatinine ou la production d'urine ou ces différentes choses, c'est la réabsorption de sodium. Consommation d'oxygène divisée par la réabsorption de sodium, c'est-à-dire le volume d'oxygène qui doit être consommé pour avoir une réabsorption de sodium dans les cellules tubulaires. C'est le principal indicateur pour la santé tubulaire. Alors ici, on voit pour ce qui est de la disponibilité d'oxygène dans le cortex et la moelle, c'est différent. Des choses différentes se produisent lorsqu'on a une endotoxémie et lorsqu'on a une réanimation par fluide. Et ça, les reins n'apprécient pas. Et si on observe ce qu'on voit à droite ici, on voit aussi la distribution d'oxygène. Donc, vous voyez, c'est très hétérogène. La microcirculation dans le cortex du rein ainsi que la distribution, c'est tout à fait hétérogène. Et vous le voyez au milieu. Pendant un état de choc, de sepsis ou de réanimation, eh bien, on a ces poches hypoxiques anormales où la disponibilité d'oxygène est très basse. Et vous voyez, c'est cette granularité laser qu'on a développée pour avoir également les informations sur l'oxygène et la perfusion. Mais il faut aussi comprendre les fondements inflammatoires de ces caractères anormaux puisqu'il s'agit bien du sepsis. Donc, on a le stress oxydatif et le stress nitrosatif avec la synthase et l'inflammation. Et c'est ce qui produit ce qu'on peut mesurer avec la technique MDA, la péroxydation des lipides. Et puis on peut aussi mesurer le TNF-alpha. Et puis, il faut aussi voir la peroxydase, NPO, et le glycocalyx. Et ça, c'est le principal endroit où toutes les molécules antioxydants se retrouvent. Et c'est donc considéré comme étant l'un des marqueurs endothéliaux les plus importants pour le sepsis. Donc, on regarde aussi le produit de déchiquetage du glycocalyx et tout cela, eh bien, se traduit en termes de fonction rénale. Alors, la clairance de créatinite, oui, il faut le faire, mais on sait que la créatinine et la production de créatinine est altérée en cas de sepsis. C'est pourquoi ça n'est pas un bon biomarqueur pour une IRA. On utilise aussi le NGAL, le LFAB et donc consommation d'oxygène sur réabsorption de sodium. Tout cela dans le cadre d'une évaluation in vivo
dans des modèles d'IRA. Et puis, on a aussi besoin d'une technique qui nous permet aussi d'agir au chevet du patient. Il faut que ce soit pertinent sur le plan clinique. Et voilà donc une technique que j'ai développée au fil des ans. C'est la 3e génération, donc un microscope pour pouvoir effectivement voir la microcirculation en sublingual. Et pour comprendre aussi quel est le problème, il faut examiner la microcirculation. Et à ce moment-là, voilà le type d'image que vous voyez. Alors là, vous voyez, est-ce que ça fonctionne? Oui, plus ou moins. Ça marchait mieux en bas. Mais là, vous comprenez les problèmes hémodynamiques qui se posent. Il y a des flux à certains endroits et puis d'autres endroits où il n'y a pas ces flux. Et on comprend pourquoi le fait de donner un peu d'épinéphrine, des fluides ou même des antibiotiques, eh bien, ça ne va pas résoudre un problème comme celui-là. Il faut beaucoup plus que ça. Donc voilà l'image que vous devez avoir lorsqu'on parle de sepsis. C'est un problème que vous allez devoir résoudre. Alors pourquoi est-ce que cette hétérogénéité c'est si important du point de vue pathophysiologique? Eh bien parce que là où il y a trop peu de flux et là où il y a trop de flux, dans les deux cas, on a des dérivés d'oxygène. Et effectivement, cela se traduit en un état pro-inflammatoire. Et ça, c'est quelque chose qui génère un stress. Voilà le modèle dont nous disposons pour comprendre l'IRA. Il ne s'agit pas simplement d'un récepteur ou d'un type de cellule. C'est vraiment tout un ensemble de pathologies, y compris les interactions leucocytes-endothélium. Il y a une composante inflammatoire. Il peut s'agir d'une lésion ou d'autre chose. Mais les leucocytes sont fâchés. À droite, vous avez l'hémostase normale entre l'oxygène, l'oxyde nitrique et le ROS. C'est un équilibre délicat. Et donc, en cas de sepsis, il y a trop pas assez d'oxygène ou d'oxyde nitrique et de ROS. Et tout cela, eh bien, amène à une dysfonction de la microcirculation. Et voilà donc la base pathogénique de l'IRA. Il faut donc examiner toutes ces données ensemble pour comprendre l'IRA. Donc, un bon nombre de résultats montrent que ces dérivés, c'est très important. On peut avoir une incidence. Ici, à ce stade, voilà l'étude de Mathieu Legrand que vous connaissez tous, qui a passé un certain temps dans nos laboratoires, et il a montré ici, pour une reperfusion d'ischémie, que si on bloque la synthase d'oxyde nitrique, et bien après la reperfusion, on administre le L-Nil et on voit un flux sanguin rénal là, et à droite vous voyez la consommation d'oxygène et réabsorption donc de sodium s'améliore. Puis il y a aussi deux sources ici, les leucocytes donc fâchés comme je le disais et les mitochondries. Voilà donc deux sites importants et on peut montrer ici clairement que si on administre par exemple du gaz moutarde, alors c'est un peu extrême, pour avoir un effet inhibiteur ou la catalase, et bien à ce moment-là on peut montrer que cela est bénéfique parce qu'on réduit en fait l'origine du dérivé réactif de l'oxygène. Et ce dérivé réactif de l'oxygène, eh bien tout cela a une interaction et les antioxydants que nous avons ont des interactions complexes. Donc peut-être que vous savez très bien faire une chose, c'est-à-dire réduire, mais l'autre augmente. Donc il faut comprendre l'homostase entre l'oxygénation, les radicaux d'oxygène. Ça n'est pas simplement une question de réduire le stress oxydatif. Et en fait, ce stress se traduit par ce déchiquetage donc du glycocalyx et il y a un œdème des tissus et tout ce qui est les molécules vasculaires ici sont détruites. Et Daniel Debacker et moi-même, eh bien, nous venons de rédiger un papier qui va être publié dans Choc ces prochains mois sur l'endothélium septique et la compréhension de la fonction barrière de ces cellules endothéliales. C'est très intéressant. Et enfin,
effectivement, à ce moment-là, on voit que la microcirculation en pâtit. Vous voyez l'ancien président de la Société américaine de néphrologie qui a réalisé une étude sur cette question associée à l'insuffisance rénale aiguë. Alors, en gardant ce concept à l'esprit, pour revenir au modèle initial, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir simplement une molécule cible. Il faut utiliser des médicaments qui peuvent effectivement avoir une interaction avec l'inflammation, qui normalise le triangle que je vous décrivais, et cela se traduit ensuite par une amélioration du phénotype de la perfusion et de l'oxygénation microcirculatoire, et cela se traduit alors par une amélioration de la fonction rénale. Donc, dexaméthasone. Alors, souvent, on la déteste, mais c'est merveilleux. Les reins l'adorent, ce médicament. Et ici, vous voyez que, originalement, ici, vous avez des valeurs faibles d'oxygène. Avec l'IRA, on donne un peu d'Dexa et vous voyez ce qui se passe. Alors, vous n'aimez pas le Dexa parce qu'il y a des infections, etc. et bien d'autres questions, mais pour le contrôle de l'inflammation, c'est extrêmement efficace comme molécule. Et à droite, vous voyez aussi la clairance de créatinine qui s'améliore, une réduction de l'expression INOS et la réabsorption du sodium qui se normalise. La protéine C activée. Autre médicament fantastique qui, à cause de des horribles papiers qui ont été publiés, ont été abandonnés, alors que c'est fantastique, ça peut faire beaucoup de bien pour les bons patients. Et les New England Journal of Medicine a détruit cela et on n'aura finalement que les stéroïdes et le chlorure de sodium finalement pour traiter les patients si on lu le New England Journal of Medicine. Et ici, cette protéine C activée, c'est extrêmement efficace. Il y a beaucoup de littérature à ce sujet dans les modèles d'insuffisance rénale aiguë avec le même tableau. Ce que vous voyez ici, une réduction de la composante hypoxique, de l'oxygénation avec une amélioration également. Donc, pour ce qui est de la consommation oxygène sur réabsorption sodium et la clairance de créatinine. Mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de plus simple qui coûte moins cher? La vitamine C, quelque chose de fantastique en intraveineuse, très bon marché, très efficace. Et la littérature sur la vitamine C est excellente. Alors, il ne faut pas lire le New England Journal of Medicine sur cette question, mais plutôt, par exemple, les études Cochrane sur une amélioration de contraste pour l'IRA, et dans toutes les études, on voit effectivement une amélioration lorsqu'il y a une administration intraveineuse de vitamine C, 500 mg environ, donc des doses relativement élevées. Donc, on l'a testé dans nos modèles, et là, effectivement, ce que fait un antioxydant, c'est un donneur d'électrons, c'est comme ça que ça réduit les radicaux libres. Et dans un modèle de reperfusion, ça c'est Bulang-Ergin qui a fait cette étude avec nous, ça a conduit à une nette amélioration, en lactate aussi. Et si on voit donc le MDA, eh bien, on voit que les biomarqueurs NGAL et acide gras, eh bien, cela s'améliore. Donc la vitamine C est une excellente thérapie. Ici, vous voyez Mathieu Legrand, je suis sûre que vous le connaissez. Il était dans notre laboratoire, il a fait des études fantastiques dans notre groupe. Il est venu pendant 1 an ou 2 et il a travaillé avec Didier Payen. Et l'une des études consistait à étudier les effets de la réanimation par fluide. Les fluides, c'est une des grandes causes d'IRA. S'il est mal utilisé, on se demande est-ce que ça doit être équilibré ou non. Enfin bon, c'est des fluides. C'est aussi simple que ça. Plus on en donne, plus ça s'aggrave. Et il s'est demandé si on intervenait plus tôt ou plus tard, s'il y avait une différence. Non, dans les deux cas, c'est mauvais. Et vous voyez, ça occasionne les images que vous voyez en bas avec l'hétérogénéité, des aspects pro-inflammatoires, et j'en parlerai cet après-midi. Mais ce qui est important, c'est que quoi que vous fassiez, que ce soit tôt ou tard, eh bien, vous avez ces inflammations pour le TNF, et il n'y a pas de normalisation de la créatinine si on utilise les fluides pour moduler les fonctions rénales. Quelle que soit l'idée que vous avez en tête, si vous pensez que les fluides c'est bon pour les kinés, eh bien non, ça n'est pas bon, c'est mauvais pour les reins. Alors pourquoi est-ce que c'est mauvais les fluides pour les reins? D'abord, c'est pro-inflammatoire, mais en plus, il y a 0 oxygène dans ces fluides. Moins de 3%
besoin d'oxygène acheminé par les fluides. Alors, si l'oxygène, c'est un problème que vous voulez résoudre, il faut donner du sang. C'est le seul porteur d'oxygène. En cas d'hypoxémie des tissus, si c'est un problème pour vous, eh bien, il faut voir la valeur HB. Il ne faut pas se dire que 3 ou 4, c'est la même chose que si c'est le sang que vous avez en France, c'est un bon produit. Ce n'est pas comme le sang canadien avec les leucocytes, etc. C'est un bon produit si on l'administre comme il faut, parce que le FiO2, ça n'améliore pas l'oxygénation des tissus. Le fluide, tout le contraire, c'est ce qu'a montré Mathieu ici dans son excellent papier dans anesthésiologie. Il a regardé donc sur le cortex des reins en choc hémorragique. Il s'est dit, si ces rats venaient en réanimation, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je donnerais donc du chlorure de sodium. Et voilà ce qu'il a fait donc pour l'animal, et donc beaucoup de chlorure de sodium jusqu'à ce qu'effectivement il y ait eu la pression artérielle moyenne qu'il ciblait. Pas d'amélioration du tout pour l'oxygénation des reins. Les lactates sont restés élevés. Ça n'est que lorsqu'il a administré du sang qu'il a pu améliorer l'oxygénation et réduire les lactates. Et ici, vous voyez la courbe de dissociation que vous connaissez bien. Mais voilà donc l'oxygène qui est dissous dans les fluides. Zéro. Pas du tout. Simplement de type cosmétique, je dirais, cette thérapie par les fluides. Alors, qu'en est-il du sepsis? Est-ce qu'il pourrait y avoir une composante d'hypoxémie dans le sepsis? Si c'est le cas, et Mathieu l'a montré déjà, là, eh bien, peut-être qu'on devrait administrer des perfusions sanguines. C'est une idée folle. Donc, Zafrani, qui travaille avec UCLA, est venu pendant un an dans notre laboratoire pour tester cette idée. Et c'est vrai que lorsqu'on administre du sang à un animal septique, voilà ce qui se passe. Donc lorsqu'on administre du fluide, oxygénation dans le cortex, et demain, vers midi, il y aura aussi une présentation qu'elle vous fera sur ce travail. Donc vous voyez ce qui se passe. Avec réanimation fluide, vous voyez, l'oxygénation des tissus, ça augmente, mais momentanément seulement, et puis après ça s'effondre. Donc finalement, ça n'achemine pas d'oxygène, mais en plus tous les fluides disparaissent et vous n'avez que du fluide dans les poumons et les reins. Mais là, vous voyez, avec le sang, ce qui se passe, ça permet effectivement d'acheminer de l'oxygène et ça reste dans la vascularité, ça apporte de l'oxygène dans les tissus et vous voyez, la créatinine est revenue au niveau de base avec une transfusion de sang. Voilà, alors je trouve simplement que c'est une idée intéressante. Alors, ça n'est pas une composante. Il faut tous les éléments d'un bouillon de volaille. Il ne fait pas juste une molécule. Il y a différentes questions qui doivent être résolues si vous voulez vous assurer que vous n'avez pas un IRA. Donc, quand votre grand-mère vous donne un bouillon de volaille, eh bien, ça n'est pas chaque composante, chaque élément de ce bouillon qui est important, c'est l'ensemble. D'ailleurs, il y a une littérature sur le bouillon de volaille. Et là, dans le chest, vous voyez que le céleri, ou le navet, ou la carotte, ou d'ailleurs le poulet, la volaille, en eux-mêmes, ça n'est pas ça ce qui est efficace, c'est l'ensemble qui permet de réduire effectivement certains effets en chémotaxie. Donc il faut préparer un bouillon, une soupe. Alors quelle serait la soupe ou le bouillon pour l'IRA? Eh bien, il faut promouvoir la convection, peut-être des transfusions de sang, l'oxygénation. Et acheter de moins de 30%, ça n'est pas bon pour le rein. Donc, la règle 10-30, elle n'est pas si mauvaise, finalement. Et avec donc tous ces papiers mauvais sur les transfusions du New England Journal of Medicine, eh bien, de ce fait, on tolère de plus en plus l'anémie. Et donc, à cause de l'anémie, les patients cherchent de l'oxygène. Et donc, il faut augmenter le FiO2. Si vous, pour cela, en fait, si vous apportez des fluides, eh bien, vous stimulez les radicaux. Donc, il faut aussi protéger la microcirculation avec une thérapie anti-inflammatoire. Il faut ouvrir la microcirculation pour s'assurer qu'effectivement, vos reins ne ressemblent pas à ceux-là. Ça, c'était du rein ou du rognon à la Szechuan. Alors,
Dernier transparent, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre patience. Je sais que je suis très bavard, mais c'est vrai que c'est très intéressant le rein. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Eh bien, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas d'outils au chevet du patient pour avoir un suivi de ce qui se passe avec le rein. Et ça, c'est essentiel. Il y a beaucoup de compagnies qui essayent de s'enrichir sur les biomarqueurs. Moi, je ne crois pas dans les biomarqueurs. Ils sont chers et on ne peut pas les mesurer suffisamment rapidement. Si vous avez quelque chose qui se développe en 6 heures, ça veut dire qu'il faut mesurer au moins une fois toutes les heures si on veut contrôler le système. Et qu'est-ce que c'est un biomarqueur? C'est une cellule endommagée, une membrane endommagée, c'est trop tard. En fait, ça vous dit simplement, vous pouvez aller parler à la famille, ça ne vous aide pas à traiter le rein. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir l'étape d'avant, un biomarqueur physiologique avec un phénotype altéré, mais où la méthodologie est encore intacte. Donc, on a eu une réunion à Dublin avec Jacques Duranteau, je ne sais pas s'il est ici, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas vu, j'espère que je le rencontrerai. Et nous avons introduit l'idée des marqueurs physiologiques, comme pour un suivi du cœur, est-ce qu'il serait possible d'avoir un suivi du rein? Et on a passé en revue différentes questions en se disant que ces marqueurs physiologiques, avec aussi, il faudrait là voir les options de perfusion. Il y a aussi la technique d'échographie avec contraste amélioré. Ce sont des petites bulles qui améliorent le contraste. On l'utilise beaucoup pour la cardiologie, pour la microcirculation et l'artériosclérose. Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour les reins. Alors voilà la première image qu'on a eue. J'ai reçu un prix de la Société européenne pour cette idée. Et voilà les premiers résultats. Il s'agit donc là d'un modèle sur un port néerlandais. Et donc, voilà différentes techniques d'imagerie avec une caméra. Là, l'échographie améliorée en contraste en 3D. Et par ailleurs, la granularité laser. Et là, vous voyez la vascularité sur le cortex avec le VEDAS. Et voilà les petites bulles. Et ce qu'on peut faire, eh bien, c'est qu'on peut avoir des médicaments dans les bulles pour les administrer sur place. On peut ensuite détruire les bulles et voir le temps de transit. Donc, on a une façon très sensible de mesurer le flux rénal dans le cortex et les couches profondes. Et vous voyez donc le temps de transit qui vous renseigne sur le flux. Et puis, vous voyez aussi le volume de sang dans la zone qui vous intéresse. Et en dessous, eh bien, vous voyez le CUS en 3D. Dernière vidéo que je souhaitais vous montrer. Avec notre caméra, on peut aussi voir le rein lui-même. Et là, vous voyez ici les zones sombres. Et vous pourriez voir toutes les artérioses qui rentrent dans les glomérulars. Et vous voyez donc là différents éléments de l'IRA. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que c'est un honneur pour moi que d'être ici pour vous parler de la gestion des traitements anti-infectieux au cours de l'IRA en service de réanimation, mais de même que le premier orateur, je ne suis pas non plus un clinicien. Moi, je suis infirmier, sage-femme, et depuis 2008, eh bien, je travaille dans médecine interne dans le département recherche. Alors moi, je n'ai jamais prescrit d'antibiotiques, je n'ai jamais organisé un traitement d'expiration extra-rénale, ça va au-delà de mon champ d'expertise, mais j'ai aussi une perspective fondamentale que j'aimerais partager avec vous au cours de ces 20 prochaines minutes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en ce qui concerne cette présentation. Donc, en guise d'introduction, tout d'abord. Qu'en est-il du risque d'infection dans les pathologies rénales? Alors tout d'abord, ce qui a trait à l'immunité. Nous savons que dans le cas de l'insuffisance rénale chronique, il y a une association claire entre l'urémie et l'acidose qui ont une incidence sur l'immunité avec un effet de dysfonctionnement sur les leucocytes polymorphonucléaires, les lymphocytes, etc.
Donc, la relation entre l'IRA et l'immunité, en revanche, est beaucoup moins documentée. Alors, on sait aussi que pour ces patients, il y a une acidose, une urémie, et on peut au moins supposer qu'il y a un effet immunitaire chez les patients souffrant d'une IRA en service de réanimation, sachant que ces dysfonctions immunitaires ne sont pas absolues telles que nous les connaissons chez d'autres patients. Alors, qu'en est-il de la gravité générale de la pathologie chez ces patients? Il y a un lien très fort entre cette gravité et la pathologie aiguë et la réduction de la résistance à la colonisation. Voilà des données qui viennent d'études des années 60. On pouvait encore mener ce type d'étude. Il s'agit d'une étude expérimentale où on a une colonie de Gram négatifs qui est injectée donc dans la muqueuse oropharyngée de volontaires sains ou souffrant d'une pathologie à gravité modérée ou élevée. Et on voit effectivement que les patients ayant une gravité élevée n'ont pas pu éliminer cette colonisation. C'est la résistance à la colonisation qui est défaillante chez les patients très malades. Et vous savez qu'il y a une bonne concordance en service de réanimation entre les patients donc très malades, ceux qui souffrent